Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct là sur agriweb.tv, en direct de la 9e édition de Caprinov. Caprinov, c'est le salon international Caprin qui se déroule ces 24 et 25 novembre au Parc des Expositions de Niort. Nous sommes en plus en pleine quinzaine de la transmission, reprise, organisée par les chambres d'agriculture. C'est la 6e édition de cet événement qui vise à sensibiliser aux enjeux du renouvellement des générations agricoles et mettre en avant des actions d'accompagnement des chambres pour favoriser l'installation et la transmission. Une manifestation qui se déroule donc du 19 novembre au 3 décembre 2021. Revenons donc à notre émission. Comme vous le voyez, notre émission s'intitule « La transmission en agriculture, une histoire humaine avant tout ». Avec nous sur le plateau pour en parler, nous avons Dominique Chapollard. Dominique, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes agriculteur à la retraite depuis 2020, mais également secrétaire général de GAEC et Société. GAEC et Société est une association qui fait partie du pôle ONVAR, organismes nationaux à vocation agricole et rurale, reconnu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous avons également avec nous Julien Rouget. Vous êtes agriculteur en Charente-Maritime. Bonjour Julien. Vous êtes également président de la commission régionale installation et transmission à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Également sur le plateau, Éric Ferré. Vous êtes chef de projet régional réseau des chambres d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Éric. À distance, nous avons Danielle Guilbault. Danielle Guilbault, vous êtes formatrice, coach et médiatrice à Cluny, en Saône-et-Loire, spécialiste de l'agriculture. Vous avez travaillé aussi en chambre d'agriculture et vous savez ce qu'est l'accompagnement des agriculteurs. Vous en avez fait d'ailleurs votre métier avec votre société Transformation et Associés. Trois autres invités viendront nous rejoindre sur le plateau. Carole Bégaud, qui est conseillère en installation transmission à la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime, et le couple Verrier, Audrey et Romain, qui sont repreneurs, porteurs de projets sur une exploitation non loin de là, Haché, c'est entre Mel et Lusignan, pour ceux qui connaissent, en Deux-Sèvres. Donc nous allons passer, j'allais dire à nos moutons, mais nous sommes dans Caprinov, c'est plutôt la chèvre. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de la transmission en agriculture, un sujet fondamental, et on arrive à un moment crucial, car d'ici 2026, un tiers des exploitants agricoles vont pouvoir prendre leur retraite, soit plus de 160 000 exploitations tout de même. La transmission apparaît donc un enjeu capital, il faut s'en emparer rapidement, un enjeu majeur qui répond aux attentes sociétales, celle d'une alimentation de qualité, mais aussi on voit fleurir la proximité, le maintien des emplois en milieu rural, la garantie de l'entretien des paysages et d'une biodiversité et le dynamisme des territoires ruraux. C'est pour ces raisons que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cet enjeu qu'est la transmission en agriculture, une histoire humaine avant tout. Petit tour de table d'ailleurs, la transmission pour vous, qu'est-ce que c'est? Une petite idée de la transmission, Dominique? Alors pour moi, la transmission, c'est permettre aux cédants au pluriel, de négocier au mieux leur départ et aux repreneurs d'arriver dans une exploitation qui soit au mieux pour eux. Vous, Julien, la transmission pour vous, c'est quoi? Vous l'avez vécu peut-être sans doute en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant que président de commission à la Chambre? Tout à fait, oui. D'un point de vue plutôt organisme professionnel, on va dire la transmission, pour moi, c'est un des enjeux numéro 1 du monde agricole dans les années qui viennent, mais aussi pour l'ensemble de la population. Et j'ai envie de dire transmission, enjeu primordial et priorité nationale dans les années qui viennent. Vous confirmez d'ailleurs, Éric? Oui, je confirme. Pour nous, en Chambre d'agriculture, enfin conseillers qui accompagnons les cédants et les porteurs de projets, transmission, c'est un métier, c'est un nouveau métier dans les chambres, même si ça fait déjà quelques années qu'on y est. Et c'est aussi un métier qui a du sens. Et aujourd'hui, avoir du sens par rapport aux valeurs qui sont parfois un petit peu déstabilisées ou déstabilisantes en ce moment, trouver ce type de sens, c'est plutôt motivant. Donc, c'est bien de travailler sur la transmission. Danielle, à distance, vu que vous nous suivez en Zoom, vous aussi, la transmission, vous savez ce que c'est en tant qu'ancienne conseillère, mais aussi maintenant experte, j'allais dire. Je dirais que pour moi, la transmission, c'est avant tout une rencontre entre des personnes qui vont quitter leur activité professionnelle et une rencontre avec d'autres personnes qui démarrent une activité professionnelle. Et c'est donc deux projets qui doivent se rejoindre. C'est joli ce que vous dites.
D'ailleurs, Dominique, on parle de projet d'accompagnement humain, en fait, finalement, elle rentre bien dans le sujet, finalement, Daniel. Donc, Dominique, cet accompagnement humain, pour vous, c'est essentiel, c'est un peu ça, c'est une dimension politique aussi Tout à fait. de la transmission. Pour moi, depuis mon installation en 2000, l'accompagnement humain a toujours été présent parce que je viens d'un GAEC à 6 associés, 4 frangins et 2 épouses. Donc, il a fallu que la relation humaine soit au centre de nos préoccupations. Mais on l'a travaillé depuis une vingtaine d'années. Et puis, à un moment, je pense qu'il y a eu l'alignement des planètes et ça a matché avec Eric. Et on a trouvé sur un projet qui s'appelle le projet Arpida de pouvoir travailler au niveau de tous les techniciens de Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, de se former sur l'accompagnement humain dans les sociétés. Et ça a été vraiment un point fort et très, très important. Arpida, vous l'avez évoqué, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Présentez-nous un peu. Alors, le projet Arpida, c'est des projets que l'on présente à plusieurs. C'est-à-dire, là, on est avec Tram, avec Terre de Liens, Chambre d'agriculture, GAEC et Société, qui nous a permis de monter ce projet et de le présenter au niveau national. Et il a été reçu. Normalement, il y a eu une trentaine de projets par an qui ont été pris. Et nous, on a été dans les lauréats. Et ça a permis, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, pendant 2 ans, de bosser sur l'accompagnement humain. Vraiment quelque chose de très, très fort. Eric, sur Arpida, vous voulez rajouter quelques éléments ou c'est vrai que c'est un accompagnement, ça aide C'est un levier, c'est à un moment donné un projet qui permet on va dire, d'accompagner une dynamique. Et comme c'est un sujet qui est d'actualité, pouvoir à un moment donné disposer d'un cadre pour pouvoir travailler cette montée en compétences, c'est vraiment, on va dire, un terrain de jeu idéal. Et après, on se confronte à la réalité du terrain et là, l'histoire continue, quoi. Parce que même si Arpida va se finir à la fin de l'année, notre histoire sur l'accompagnement humain, elle continue. Oui, ça doit se poursuivre. Effectivement, cette transmission, mais aussi les porteurs de projets, les installations, ça se prépare finalement. Exactement. Et ce métier, je crois que c'est un métier qui est très important. J'ai souvent dit aux techniciens qu'ils sont des passeurs. C'est vraiment grâce à eux que l'on va pouvoir permettre à des générations permettre à d'autres générations de venir, peut-être pas s'installer dans les mêmes conditions, dans le même cadre, mais en tout cas céder un outil de travail où d'autres personnes seront bien et seront à l'aise. Et je crois que ça, c'est très important. Et pour continuer, juste, on aura enfin un technicien par département sur lequel on pourra s'appuyer si on a des problèmes de relation. Alors souvent, on attend trop que ça pète dans les sociétés ou entre les gens pour aller chercher quelqu'un. Mais je crois que là, ils vont nous permettre aussi de mettre un peu d'huile dans les rouages, d'accompagner les relations humaines entre père-fils, entre GAEC, entre époux, ou entre frangins, ou entre nouvelles associés, en fait, qui viennent, et il y en a de plus en plus. Des néo-ruraux en fait, qui viendront s'installer avec eux. Oui, on le voit, toutes ces installations qu'on dit hors cadre familial, elles se multiplient. D'ailleurs, on aura un exemple tout à l'heure avec la famille Verrier sur ce plateau présent qui vont nous rejoindre. Eric, sur le contexte, on va peut-être revenir un peu sur le contexte, contextualiser, ça se dit, même si c'est un néologisme, bon, contextualiser tout ça. Rapidement, on va aller vite sur le sujet. Le contexte, on peut le résumer en 3 angles. Le premier angle, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit, la question de la transmission va concerner beaucoup de personnes. On est encore sur des classes d'âge qui correspondent à la fin du baby-boom, donc on va avoir encore pendant quelques années un nombre important d'agriculteurs. Mais ce qui est surtout important, c'est la proportion. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure d'un tiers d'ici 2026. En gros, il faut avoir une idée que dans les 10 ans qui viennent, plus de 50% des agriculteurs vont avoir potentiellement l'âge de la retraite. Donc, cesser l'activité. Et quelque part, le scénario un peu binaire, je transmets, je suis remplacé, ou je n'arrive pas à transmettre et je ne suis pas remplacé, aura automatiquement un impact sur les visages de l'agriculture de demain. Ça, c'est un élément. Et 10 ans, c'est peut-être long, mais à l'échelle de l'activité agricole, à l'échelle du cycle biologique, élever une vache, c'est 3 ans, récolter du blé, c'est 1 an,
ça va aller très très vite. Donc 10 ans, il va falloir quand même, on va très vite en voir les conséquences. Le deuxième élément, c'est un phénomène de rupture. L'agriculture, jusqu'à maintenant, se renouvelait en son sein. C'était les filles et les fils d'agriculteurs qui reprenaient les exploitations des parents. Et là, depuis quelques années, on voit apparaître, ce que tu disais tout à l'heure, les fameux hors-cadres familiaux. Et les hors-cadres, ce sont des jeunes qui arrivent, ou des moins jeunes, qui ne sont pas issus de la famille et qui, par leur installation, vont commencer à, quelque part, améliorer ce taux de renouvellement qui est nécessaire pour, on va dire, la ferme agricole France, la ferme agricole de Sèvres ou la ferme agricole Nouvelle-Aquitaine. C'est partout pareil. Le troisième élément, et ça c'est peut-être aussi la conséquence de cette situation-là, c'est qu'on a de plus en plus d'inadéquation entre l'offre, c'est ce qui va être sur le marché, en gros les exploitations à transmettre, et la demande. C'est-à-dire que tu parlais d'attente sociétale, on a des nouveaux profils, on a aussi peut-être des systèmes qui sont en fin de cycle. Et là, il y a un bouleversement entre l'agriculture qu'on regarde dans le rétroviseur et celle de demain. Et donc, Daniel le disait tout à l'heure, il faut que ça se rapproche, tout ça. Et ça, c'est un phénomène où l'accompagnement est vraiment nécessaire. Finalement, il y a des enjeux derrière, des enjeux. Julien, on va les aborder avec vous. Quels sont les enjeux? Est-ce que la Chambre a pris, conscience de tout ça? Est-ce que les agriculteurs eux-mêmes aussi en ont pris conscience? Et surtout les organisations, les filières et les hommes et femmes qui sont derrière, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices. Oui, tout à fait. L'ensemble des organisations professionnelles et la Chambre régionale, bien évidemment, a pris conscience de cet enjeu. Eric l'a très bien contextualisé. Effectivement, on a un très fort enjeu sur la transmission. On en a pleinement conscience et derrière, on a aussi quand même un certain pragmatisme de dire que, au vu du nombre d'exploitations qu'il va y avoir à transmettre, on sait qu'on n'arrivera pas à avoir un taux de renouvellement de 1 pour 1, excepté sur certains territoires. Donc cet enjeu d'accompagnement, il est en priorité pour installer des porteurs de projets, quel que soit leur âge, leur typologie, leur volonté, mais il est aussi d'être capable de transmettre pour aller aussi conforter des exploitations voisines. On aura aussi ce type d'accompagnement-là à gérer de plus en plus de par ce phénomène de masse, j'ai envie de dire, en termes de transmission. Et cet enjeu-là, on le voit depuis quelques mois, depuis quelques années, l'ensemble des filières en ont pris conscience et l'ensemble des acteurs de chaque filière se sont dit, moi, comment je peux apporter finalement ma griffe dans cet enjeu de la transmission, qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, le défi qui est le nôtre, c'est de pouvoir coordonner toutes ces volontés qui émanent de l'ensemble de la filière et aussi des collectivités, parce qu'on a beaucoup de collectivités, EPCI, communautés de communes, communes, qui souhaitent investir sur le sujet et s'investir sur le dossier de la transmission, parce qu'ils ont compris que le maillage d'agriculteurs qu'on a aujourd'hui, on pourrait en perdre la moitié demain. J'insisterai un petit peu sur ce que venait de dire Eric, sur les 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, dans 10 ans, j'en aurai 65, je peux partir à la retraite. Mais il faut qu'il y ait un petit post-it qui soit sur le frigo ou dans la tête en se disant qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Et que chaque année ou tous les jours, je me dise mais comment je me projette demain? Et ça, c'est important. Ça va commencer à travailler un petit peu en se disant ben ouais, non, 55 ans, je suis trop jeune. Mais 10 ans, ça va vite. Comme tu disais, il faut le prendre à bras le corps et puis se projeter sur les 65. Et puis quand on sera projeté à 65 ans, je pourrais préparer ma retraite. C'est-à-dire que je pourrais laisser tranquillou ceux qui viennent. Je ne serai pas à côté à regarder avec ma lunette. Je ne viendrai pas les enquiquiner sur leurs projets parce que moi, je pourrais plus me lancer sur autre chose. Oui, parce qu'il y a des étapes clés. Hein. Les chambres communiquent beaucoup sur ces étapes clés. J-10, J-5 ans. En fait, c'est plutôt... ils mettent des J, mais hein, c'est pas des journées, mais c'est plutôt des années. Donc, c'est réfléchir, s'informer. Vous connaissez un peu ces dates clés, Julien? Et surtout, le maître mot, hein, pour rebondir, c'est l'anticipation, en fait. On le voit sur les porteurs de projets. On a certains porteurs de projets qui viennent nous voir parfois quelques mois avant la date qu'ils ont fixée comme objectif pour s'installer et nous disent bah voilà, dans 6 mois je vais être installé. Bah, c'est un petit peu pareil du côté des cédants. C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an avant qu'on doit avoir réfléchi à son projet, réfléchi à ce qu'on allait faire après. Donc c'est vrai qu'on a cet enjeu de sensibilisation
une dizaine d'années avant la date fatidique, de sensibilisation, parce que ça prend du temps de mûrir cette transmission, ça prend du temps de mûrir ce que l'on va faire demain et après. Oui, parce qu'en fait, ce qui est dit un peu dans ces étapes clés, c'est à 10 ans, je réfléchis, à 5 ans, je m'informe, à 3 ans, je prépare quand même, à 2 ans, je décide, c'est dans le meilleur des cas, hein, et à 1 an, ça se concrétise. Et puis 1 mois plus tard, ça se finalise. C'est un peu l'objectif, c'est aussi ça, l'accompagnement, c'est tout ça. Après, c'est vrai que j'allais dire, on le réfléchit comme ça, c'est pas forcément vrai dans la réalité, on le verra tout à l'heure avec les reportages que nous allons diffuser, mais c'est vrai que c'est essentiel d'avoir ça en tête quand on est agriculteur, c'est ce que vous disiez, Dominique. Oui. Et puis, en plus, on a pu mettre des mots. Je crois que c'est important depuis ces 10 dernières années. On a enfin mis des mots sur le départ des cédants et puis sur l'arrivée des repreneurs. Et je crois que c'est important. On a, comme tu dis, on change actuellement de visage au niveau de notre agriculture. Et là, il faut l'accompagner. Il faut surtout de la bienveillance par rapport à ça. De la bienveillance, de l'accompagnement, c'est ce qu'on entend beaucoup. D'ailleurs, Daniel Guilbault, je vous propose de nous définir un peu cet accompagnement. C'est quand même la thématique de notre journée de transmission, une histoire humaine avant tout, et en fait un accompagnement humain avant tout. Qu'est-ce que l'accompagnement humain, Dominique excusez-moi, Daniel. Il y a trop de... Alors, l'accompagnement humain, comment est-ce qu'on pourrait le définir? C'est déjà de dire qu'il y a 2 mots, il y a accompagnement et humain. Et accompagner, ça veut dire cheminer à côté d'eux. Ça veut dire ce n'est pas apporter un conseil, ce n'est pas obliger les gens à aller quelque part où ils ne veulent pas aller, mais c'est cheminer à leur rythme. Donc il y a déjà cette posture en fait qui demande du temps et beaucoup de bienveillance pour ne pas être dans quelque chose de précipité ou d'obligé. Donc c'est aller au rythme. Et humain, c'est vraiment se centrer sur ce que vit la personne. Parce qu'au milieu de tous les aspects qui sont liés à la transmission, qui demandent beaucoup d'anticipation, des aspects administratifs, fiscaux, sociaux, etc., il y a aussi ce que vit la personne et le cheminement en fait nécessaire. Pourquoi il faut du temps? C'est aussi parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il va falloir se détacher. Parce qu'en fait, c'est souvent l'histoire de toute une vie qui est en train de prendre un grand virage. Et donc, ça suppose que la personne doit pouvoir identifier en fait quels sont ses freins et comment elle va pouvoir aller au-delà de ça. Donc, l'accompagnement humain va vraiment être le rôle d'une tierce personne qui n'a pas de projet pour la personne, c'est-à-dire qui est neutre, pour arriver à poser les bonnes questions et permettre aux personnes d'avoir une réflexion approfondie de comment elles vont accepter de lâcher leur outil de travail et comment elles vont pouvoir se projeter dans une nouvelle vie. Et d'ailleurs, on va le voir là dans ce reportage, les agriculteurs et les agricultrices doivent être acteurs de leur projet de transmission. Un petit reportage là où nous avons suivi 7 agriculteurs qui sont en formation du côté de Saintes à la Chambre d'agriculture pour préparer leur transmission. Chambre d'agriculture de Saintes, en Charente-Maritime. Ici est organisée une formation à destination des agriculteurs de plus de 55 ans. L'objectif, préparer la transmission de leur exploitation. Bonjour à tous. Donc, on entame notre 2e journée de formation sur la transmission d'exploitation. Je prépare et j'optimise. Ce jour-là, ils sont 7 agriculteurs du département à suivre cet échange pour optimiser et anticiper la transmission. Le programme de la formation est bien chargé. Pendant ces 6 journées, on va voir les différentes thématiques, notamment tous les aspects sociaux, fiscaux, juridiques, mais aussi l'intervention par exemple de la MSA qui va venir pour présenter la retraite des exploitants, mais aussi un conseiller en bâtiment pour voir la transmissibilité du site de l'exploitation, parler aussi de la valeur d'une exploitation, c'est qu'est-ce qu'on entend par valeur d'exploitation aujourd'hui, et aussi, et ce qui est très important qu'on peut oublier, c'est toute la partie humaine. C'est quoi, moi agriculteur, quelle va être ma place demain une fois que j'aurai transmis mon exploitation. Cette session s'organise sur 6 journées. Aujourd'hui, la thématique concerne les aspects fiscaux, patrimoniaux et sociaux, avec Daniel Auchard, le juriste de la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime.
On reçoit une donation, il faut dire si on est d'accord ou pas, on n'est pas obligé. En face de lui, l'Assemblée est attentive. Écoute, prise de notes, mais également questions. Bruno Bessaguet est l'un des agriculteurs qui suit cette formation. Il a commencé à 17 ans et à 59 ans, il songe à sa retraite. Il a pris conscience qu'il doit réfléchir à sa transmission. Le fait de s'être réellement inscrit, d'être réellement présent aujourd'hui à la formation, on se met vraiment en position de transmettre. Et là, on est bien obligé de voir que ça va vraiment arriver. Donc concrètement, ça aide à se positionner. On retrouve Bruno Bessaguet sur sa ferme, à Moragne, entre Saint-Jean-d'Angély et Rochefort. L'agriculteur, en élevage et polyculture, possède 140 hectares et des vaches limousines. Après la formation, c'est l'heure de donner du foin à ses protégés. Donc j'ai une vingtaine de mères et là c'est simplement des génisses qui ont juste 1 an. L'exploitation était en partie à son père. Il l'a acquise et développée. Les jours passent et les années aussi, donc effectivement il faut que je réfléchisse après moi pour l'exploitation. Et puis j'ai 2 filles. Au début, il n'y en avait aucune qui était destinée à l'agriculture. Mais bon, j'étais encore jeune, je n'y pensais pas. Et puis là, j'ai une fille qui est revenue à la terre, mais qui ne veut pas forcément reprendre l'exploitation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une vraie question, penser à pouvoir transmettre quelque chose. Quand on a construit quelque chose pendant toute une carrière, on a envie de lui donner une voix. Et voilà, c'est pour ça que je fais la formation transmission d'exploitation, pour savoir tous les outils qui puissent exister et tous les moyens pour transmettre d'une façon ou d'une autre, vendre, louer, installer un jeune, vendre à un autre agriculteur à côté pour qu'il s'étende ou pas. Finalement, Bruno Bessaguet ne se met pas la pression pour sa transmission, mais elle se dessine de jour en jour. Il se donne 2 ans pour organiser la transmission de sa ferme et profiter de sa retraite. Nous, en fait, on conseille de commencer la réflexion sur la transmission 10 ans avant la cessation d'activité. D'où tout l'intérêt, effectivement, notre mot magique, l'anticipation. C'est pour ça qu'on propose la formation à partir déjà de 55 ans, puisqu'on peut mettre déjà des leviers en place pour favoriser la transmission de l'exploitation. À l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, chaque année, ce sont plus de 40 formations comme celle-ci qui sont proposées à des agriculteurs en fin de carrière qui se rapprochent de la retraite. Un, deux, voilà, c'est mieux. Donc, Carole, vous êtes conseillère installation-transmission. Vous nous avez rejoint sur le plateau. Voilà, on m'entend peut-être mieux. Donc, en quoi consiste un peu votre vue, hein, c'est aussi de la formation, mais là, elle est groupée, cette formation. On n'a pas que de l'accompagnement individuel comme on l'a vu juste avant. Effectivement, le but de cette formation, c'est de pouvoir rassembler des agriculteurs qui vont être en réflexion sur leur projet de transmission. Le collectif va leur apporter quand même pas mal d'éléments. Au-delà de l'accompagnement individuel, ils vont pouvoir s'interroger les uns les autres, présenter aussi leur projet, ou tout au moins y réfléchir, et échanger. Voilà, tout l'intérêt en fait du collectif. L'intérêt du collectif, justement, est-ce qu'on voit émerger une certaine intelligence collective? Est-ce qu'il y a de l'échange entre ces agriculteurs? Est-ce que, oui, forcément, vous allez me le dire. Oui, forcément. En fait, ça fait aussi sa richesse d'être en formation et de pouvoir prendre un temps afin d'échanger entre pairs. En fait, ils ont tous un projet, le même, qui est de transmettre leur exploitation. Et on s'aperçoit quand même que leur projet va être très individuels. Au-delà de ça, ils vont pouvoir
ils arrivent peut-être avec une idée, et le fait de pouvoir discuter, échanger, se poser des questions aussi, de voir tiens, moi j'avais pensé à faire ça comme ça, ah oui, mais moi comme ça, et en fait ça va émerger. Et est-ce que ça permet aussi d'avancer au niveau de son projet? Est-ce que ça permet de savoir ce que nous allons faire? Parce que là, en fait, on est un peu au balbutiement en fait de ces rencontres, de ces projets. On le voit, Bruno ne sait pas ce qu'il va faire de sa ferme dans 2 ans finalement, alors que c'est la retraite. Alors, tout l'intérêt en fait de ces formations, puisqu'on va pouvoir leur présenter tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux, l'intervention de la MSA qui vient pour leur donner déjà une approche de la date de leur cessation d'activité. Après, ils arrivent avec pas forcément le même pas de temps. Il y en a qui ont un peu plus réfléchi, d'autres pas du tout. Et l'idée de la formation, c'est d'avoir un apport. Voilà. Cet apport, Dominique, vous avez découvert le reportage là, à l'instant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ce côté, on a beaucoup parlé d'accompagnement humain, mais finalement, même cet accompagnement de groupe fait partie de l'accompagnement humain. Tout à fait. C'est un point très important de permettre à des agriculteurs de faire le pas, de sortir de chez soi et d'aller confronter avec d'autres leur expérience. Parce que souvent, ça crée des idées pour ceux qui viennent écouter ou que ceux qui échangent. Et ça leur permet de se dire, tiens, eux, ils ont fait comme ça, ou on en est là. Pourquoi nous, on n'est pas allé plus loin? Et puis, je pense qu'en plus, le métier de conseillère, du moins, c'est vraiment un métier à part entière. Et la formation qu'on a fait avec Arpida, ça montre bien qu'on a besoin, pour les conseillers, de les former et de les former sur les relations humaines et sur tous ces points très, très importants. C'est vraiment quelque chose qui permettra à nous cédants, ce qu'on voit dans le reportage, d'aller plus loin et d'aller plus vite et de comprendre nos réactions et d'avoir d'autres réflexes que ceux de rester d'entre soi. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que les agriculteurs n'osent peut-être pas demander de l'aide. Mais les agriculteurs, mais j'allais dire, c'est humain aussi comme comportement, de demander de l'aide, on ne sait pas faire, nous. Hein. On n'ose pas être en situation de difficulté. Et le voir, le reconnaître, on a besoin d'une certaine distance, d'un œil nouveau, c'est ce qu'on disait. Tout à fait. C'est pas évident d'avoir un œil extérieur qui vient regarder un petit peu. En fait, on vient pas regarder, on vient accompagner et faire émerger les problèmes ou les difficultés qu'il y a, de pouvoir transmettre et de pouvoir vivre aussi peut-être un peu mieux son exploitation. Sur ces formations, elles durent 6 journées. C'est 6 journées, bon, pas d'affilée, hein, c'est sur 6 semaines, c'est bien ça. Ça demande du temps, mais on a l'impression que les agriculteurs, là, Bruno, bon, juste après, il a été donné à manger à ses génisses, ses vaches limousines. Voilà, pour lui, c'est pas une perte de temps de suivre la formation, rassurez-moi. Non. Alors, ils ont toujours effectivement un petit peu peur, parce que 6 journées, ça peut faire peur. Il faut s'organiser. Donc, les dates sont quand même prévues très en amont. Après, on s'organise sur des journées au niveau des horaires pour leur permettre effectivement, tout au moins pour les éleveurs, de pouvoir faire leur travail le matin et le soir quand ils rentrent. Après, ils y trouvent un intérêt. Au bout des 6 journées, presque il n'y en a pas assez. Ils veulent revenir. Ah bah, c'est bon signe alors, ça veut dire. C'est bon signe. Ça fonctionne bien. Et dans ces journées, qu'est-ce que vous leur transmettez? Vous nous l'avez dit vite fait dans le reportage. Vous nous avez dit il y a plusieurs aspects qui sont abordés. Rappelez-nous un peu ces thématiques rapidement. Brossez-nous un peu le tableau de cette formation. Alors sur ces 6 journées, on va voir tout l'aspect retraite par l'intervention d'un conseiller expert MSA. Mais après des données plus juridiques, enfin les aspects juridiques, fiscaux, sociaux, mais aussi on va aller regarder leur siège d'exploitation, comment sont situés leurs bâtiments, la maison d'habitation aussi, si elle est à côté ou à l'extérieur, parce que ça a aussi un enjeu dans la transmission. Mais aussi, on a une autre partie sur la valeur de l'exploitation. Aujourd'hui, un exploitant ne connaît pas forcément la valeur de son exploitation, où on a une idée et il existe plusieurs valeurs. Donc on va les faire travailler là-dessus, enfin tout au moins leur présenter les différentes méthodes. Et puis au-delà de ça, c'est la partie en fait l'homme, dire demain quelle est votre place, comment vous allez
appréhender cette phase en fait où je vais arrêter mon activité que j'ai façonnée toute ma vie et comment je vais transmettre et quel est mon projet de vie après. Et ça, ils en ont pas trop conscience. On voit quand même qu'il y a une sorte de progression dans cette formation, une prise de conscience qui arrive. Cette formation, vous la prévoyez en fait au tout début, dans les différentes étapes qu'on a abordées là tout à l'heure. Il vaut mieux la faire quand ? À partir de 55 ans. Ah ben voilà, elle est ouverte pour les agriculteurs à plus de 55 ans, qui ont plus de 55 ans, mais en fait, c'est-à-dire oui, à 10 ans de la retraite quasiment. À 10 ans de la retraite, oui. Eric, vous vouliez rajouter un petit peu ? Il y en a même qui la font 2 fois. Il y en a qui vont la faire à 55 ans dans l'idée qu'évoquait tout à l'heure Dominique de déclencher quelque chose. Et puis après, il y a le cheminement dont parlait Daniel tout à l'heure. Et puis là, 2-3 ans avant la cessation d'activité, on remet, on va dire, le chapeau et on y retourne pour avoir peut-être des informations plus précises sur, on va dire, le N-2, N-3, où là, on a des questions précises à laquelle il faut répondre. Mais voilà, c'est à géométrie variable. Et ça, ce qui est surtout important dans ce genre d'approche, c'est de voir qu'il commence à investir le champ de la réflexion sur la question stratégie-transmission. Ça, pour nous, c'est hyper important parce que faire de l'accompagnement, si en face, on n'a pas des personnes qui sont acteurs, hein, comme on le disait tout à l'heure, on passe quoi, et on va sur d'autres. C'est obligé. Hein. L'enjeu est trop important et on ne peut pas se disperser. Et il faut des gens très très bien formés parce que quand on commence à toucher l'habitat, le lieu où on est peut-être né, où on a travaillé toute sa vie, on touche quelque chose de très fort, d'intime. Et là, il faut que les conseillers ils soient prêts à recevoir ça, mais il ne faut pas qu'il y ait d'investissement du conseiller aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait ce recul très important pour aider à se détacher et aller plus loin. D'ailleurs, un petit chiffre sur ces stages de formation. En Nouvelle-Aquitaine, on a 40 formations qui sont destinées aux cédants, qui sont proposées chaque année. 40 formations, vous allez le voir là dans l'infographie sur votre écran. C'est à la fois beaucoup, peu, mais en fait, c'est surtout sur l'ensemble du territoire. C'est bien ça, Eric ? Oui, alors 40 formations, c'est pas toutes des formations de 6 jours. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, ce travail sur le collectif, c'est aussi une démarche un peu de longue haleine, comme disait tout à l'heure Carole. Proposer 6 jours, faut avoir préparé le terrain avant, quoi. Donc, en fonction des départements, en fonction des organismes qui proposent ce type de formation, et puis en fonction du programme, on va avoir des situations 1 jour, 2 jours, 3 jours, en sachant que le 6 jours, c'est le top. Daniel Guilbault, je voulais vous faire réagir sur cette intelligence collective. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis sur ces formations ? Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour les agriculteurs ? Alors, bien évidemment, les formations, ça ne peut être que bénéfique parce que ça va donner la possibilité à l'agriculteur déjà d'entamer une première démarche, comme une première étape où il va commencer à parler de son projet. C'est comme si ça devenait réel, ça devient une réalité à partir du moment où je le partage avec d'autres personnes. Et si ces autres personnes, ce sont aussi des personnes comme moi, eh ben, je ne me sens pas tout seul. Et donc, ça va contribuer à l'idée de mettre en mouvement la personne pour qu'elle devienne actrice de son projet de changement. Donc c'est vraiment c'est fondamental, le collectif il va vraiment aider à ça. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'était de dire par rapport à l'anticipation, le fait de dire ces formations s'adressent à des personnes qui, à partir de 55 ans, c'est aussi pour arriver à anticiper la stratégie de leur entreprise, parce qu'on mélange un peu trop souvent un peu tout. Et une des façons de regarder les choses de façon plus claire, c'est de dissocier à la fois l'entreprise et les personnes. Et donc, à 10 ans avant une cessation, c'est important de savoir est-ce qu'il est encore temps de faire des investissements ? Est-ce que la structure de l'exploitation, elle peut intéresser d'autres personnes ? Enfin, qu'est-ce que j'engage aujourd'hui qui va devoir être clos dans 10 ans ou pas ? Et donc, c'est plutôt une réflexion, je dirais, c'est autant une réflexion sur la stratégie de l'entreprise. Et c'est un peu plus tard que la stratégie qui concerne l'exploitant et son devenir et ce vers quoi il va se projeter, il a encore un peu de temps parce que c'est vrai que 55 ans, on a encore un peu de dynamisme pour continuer à travailler. Donc c'est intéressant de
de voir qu'il faut bien dissocier les deux, la stratégie de l'entreprise et le projet de l'exploitant et de sa famille. De toute façon, on sait très bien que les agriculteurs vont même au-delà des 65 ans. Hein, ils ont du mal à raccrocher. Hein. Pas Faut tous, quand même le dire. ouais. Hein. Donc le dynamisme, ils l'ont Voilà. jusqu'au bout. Petite réaction avec vous, Dominique. C'est vrai, c'est essentiel là, ce que disait en fait Daniel. Hein. Tout à fait. Moi, je rejoins ce que dit Daniel. Est-ce que dans les dernières années, on va réinvestir pour mettre à la patte un repreneur qui aura peut-être pas les mêmes projets? Ou alors, est-ce que on se dit, on laisse couler l'affaire, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit en trop mauvais état pour que les repreneurs, en fait, aient envie de la reprendre. Donc, en fait, il y a un dilemme vachement important au niveau de cette exploitation. Oui, parce que l'exploitation, j'allais dire, c'est comme un bien immobilier, mais c'en est un par certains côtés. Il faut que qu'elle plaise en fait aux porteurs de projet. Il faut qu'il y ait un certain coup de cœur et que le projet plaise et que ça s'inscrive aussi, on disait, dans des enjeux un peu sociétaux. Petite question pour vous, Carole. Vous avez 7 agriculteurs en formation. 7 agriculteurs, c'est peu. C'est à la fois peu et beaucoup en fait. Je suppose qu'il n'y a pas que 7 agriculteurs qui ont plus de 55 ans en Charente-Maritime. Rassurez-moi. Mais vous arrivez quand même à les recruter pour ces formations ? Oui, en fait, tout au long de l'année, sur les diverses rencontres qu'on va faire et sur les divers accompagnements, on va leur proposer de suivre cette formation. Donc, on arrive à compléter la formation. On pourra en faire plus, je pense. Après, c'est qu'une question aussi de temps dans la période, en fait, et de disponibilité des agriculteurs, parce que 6 journées, quand même, c'est beaucoup. Ça peut paraître beaucoup dans l'organisation. Donc, voilà. Mais là, on le fait à des périodes, par exemple, ça s'est passé fin d'année. Voilà, ça s'est passé il y a quelques semaines. On s'est rencontrés il y a 2 semaines pour ce reportage. Et en fait, oui, on est en fin d'année, une période un peu creuse quand même en agriculture. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'une formation a un coût. Et quand on demande aux agriculteurs de payer cette formation, ça veut dire qu'ils s'investissent aussi sur l'avenir. Mais il faut aussi permettre peut-être à la région ou au département aussi de financer ces formations. C'est vrai qu'on ne gagne pas des kilos de blé ou des kilos de viande, mais on gagne des kilos de bien-être au niveau des paysans. Et ça, c'est essentiel, le bien-être. On est quand même dans une société où on en parle quand même énormément. Exactement. Avec une certaine prise de conscience là-dessus. Payer, justement, c'est payant ces formations, Eric? Dites-nous quelques... Payant, pas directement, mais elles sont financées par un fonds Vivia, mais elles coûtent quelque chose. Donc, indirectement, ce sont les agriculteurs qui la payent par leur cotisation. Donc, non, c'est quand tu parles d'investissement, c'est vraiment un investissement. Le temps pour un agriculteur, il est compté. Et bon, une journée par semaine pendant 6 semaines, c'est important. Oui, mais le bien-être n'a pas de prix. Allez, on va prendre la direction de la Corrèze. On a parlé actuellement de l'accompagnement individuel, collectif, et on va passer plutôt à l'accompagnement un peu plus individuel. En Corrèze, on va rencontrer un agriculteur qui cherche repreneur en fait. Ils sont beaucoup dans cette situation. Vous allez voir qu'il bénéficie donc d'un accompagnement que sa conseillère installation, transmission était très présente là, donc direction la Corrèze, Tulle pour ce 2e reportage. Montaignac-Saint-Hippolyte, en Corrèze. Prêt ? Bonjour Véronique. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Véronique Vors est conseillère installation-transmission à la Chambre d'agriculture de Corrèze. L'objectif là, du rendez-vous, c'est de faire un petit peu le point pour savoir où on en est de la transmission. Du coup, par rapport aux dernières visites que j'ai fait et tout, vous en êtes où ? Son travail consiste à accompagner les agriculteurs dans leur démarche afin de transmettre dans les meilleures conditions leur exploitation. Nous, ce qu'on fait au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est qu'on fait du repérage auprès des agriculteurs qui ont 58 ans. Donc en fait, on regarde s'ils ont un potentiel repreneur ou pas, donc on les contacte, on fait le point avec eux, on leur propose des rendez-vous retraite avec la MSA pour fixer leur date de retraite. Et ensuite, ceux qui n'ont vraiment pas de repreneur et qui sont dans une logique d'installer quelqu'un sur leur ferme, on fait la démarche de les inscrire au répertoire et de les accompagner après jusqu'à l'aboutissement de l'installation. C'est le cas de Lionel Trémoulet. Cela fait 3 ans qu'il prépare sa retraite. Oui, je l'ai préparé, oui. Je suis un petit peu impatient quand même parce que, bon, un peu fatigué aussi. Et puis bon, après toutes ces années, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose.
Pas de succession familiale pour cet éleveur de vaches limousines. Il cherche donc un repreneur. Grâce au service de la Chambre d'agriculture, il est accompagné dans cette démarche. Les associés du GAEC là, sont à la recherche d'un repreneur pour remplacer monsieur qui va partir en retraite l'année prochaine. Et du coup, l'accompagnement, c'est de faire un point aujourd'hui de la situation où on en est en fonction des candidats qui sont venus. Et aussi de leur côté, ce qu'ils ont trouvé des candidats, et voilà, de faire un point et de faire un planning de la transmission jusqu'à la retraite. Ça évite déjà de soi-même de démarcher pour trouver des gens susceptibles d'être intéressés par notre exploitation. Bah oui, c'est primordial, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas marqué ferme à vendre. Non, voilà, oui. Puis même si on passe des annonces, je suis pas sûr que voilà, il va falloir faire le tri. Hein. Chose que se charge de faire la Chambre d'agriculture. Visite de ferme donc, direction le champ, où ce troupeau d'une vingtaine de vaches broute tranquillement. Allez, venez là. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais elles sont curieuses. Hein. Alors. Au milieu de ces limousines se mélangent 4 charolaises. Tous les matins, il faut vérifier que tout le monde a de l'herbe, a du foin, a de l'aliment et en apporter si nécessaire à chaque troupeau. Un rituel qui risque d'ici quelque temps de lui manquer. Bah, évidemment que ça me manquait un peu, mais bon, je reste quand même tout au moins dans le village sur l'exploitation et je pourrais, si j'ai envie de voir mes anciennes bêtes, j'ai envie de dire, je pourrais facilement venir les voir du bord de la route sans problème, quoi. Installé depuis 1989, Lionel a développé son exploitation. Aujourd'hui, il aimerait surtout que l'activité se poursuive avec la même éthique. Cette exploitation pendant des dizaines d'années, donc on n'a pas trop envie non plus de la céder à quelqu'un qui ne ferait pas l'affaire, quoi. Il faut reconnaître ce qu'il y en est, quoi. Donc après, on va marcher au feeling, quoi, avec la personne. Il faut il y a un ressenti, il faut qu'il y ait un ressenti des deux côtés d'ailleurs. Et puis, mon épouse va rester en plus dans le GAEC, donc il faut vraiment que ça marche avec la personne. Hormis ses 170 hectares de surface agricole utile, Lionel Trémoulet possède également 2 bâtiments. En ce moment, il y a 6 génisses qui viennent de Vélé et qui sont, on peut monter voir, qui sont avec leur petit veau un peu plus haut. Allons-y alors. Allez. Lionel incarne la 5e génération d'agriculteurs de sa famille. Le fait de passer la main lui pèse un peu. 5e et dernière génération. Donc j'ai un petit peu la pression quand même. Mais ça pèse justement ça pèse un peu, oui. De fermer un peu le bouquin. Un peu, ça pèse un petit peu. Bon, après, ça se passe bien. Oui, on va gérer quand même. Lionel Trémoulet aimerait trouver un repreneur rapidement. Des contacts sérieux ont été établis. Véronique Vors, en tout cas, s'attelle à la tâche. Chaque année, elle parvient à installer entre 8 et 15 néo-agriculteurs sur le département de la Corrèze dans ces fermes qui cherchent repreneurs. Bon, on a l'impression que Lionel, qui est l'agriculteur dans ce reportage, s'appuie beaucoup sur sa conseillère Véronique Vors, installation, transmission. Qu'avez-vous pensé de ce reportage, Daniel ? Alors, je trouve qu'il est très évocateur d'une réalité. Hein. On voit bien cet agriculteur qui a commencé à anticiper sa retraite, mais qui compte énormément sur les services de la Chambre d'agriculture pour trouver un repreneur et pour faire le tri aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'il a probablement une représentation aussi des candidats potentiels, comme il y a des gens pas très sérieux, certains sont sérieux, d'autres pas. Donc voilà, il veut bien transmettre, mais il a des petits doutes quand même sur ce qui va être possible. Et puis, je dirais, il y a des points de vigilance quand même dans son projet. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement abouties. Par exemple, le fait que lui prenne sa retraite et que madame va rester dans le GAEC, ça pose beaucoup de questions parce que c'est combien de temps elle va rester Je crois une dizaine d'années, hein, pour vous le préciser. Hein. Quand même. Ah, c'est quand même beaucoup. Okay. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ça. Donc une dizaine d'années. Donc là, c'est typiquement pour moi en tous les cas, hein, je peux me tromper, mais une situation qui probablement aura des difficultés à trouver un repreneur en l'état, parce que là pour le moment, il ne se projette pas dans la peau d'un potentiel repreneur. Quel repreneur voudrait venir sur cette exploitation en ayant comme associé une personne qu'il n'a pas choisie?
et qui quelque part cesse son exploitation. Donc, il ne va pas pouvoir mettre en place son propre projet. Donc, il y a encore, ça veut dire qu'il y a des évolutions à faire, un cheminement à faire pour que petit à petit, ça devienne réaliste. Bon, une retraite anticipée pour madame? Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que moi, je me mets à la place d'un porteur de projet, même si j'arrive à plusieurs, souvent en couple, on arrive souvent en couple. C'est vrai que ça peut être c'est un frein. Un frein. On a envie d'avoir sa propre exploitation, je suppose. C'est ça. Surtout quand on est deux. Donc voilà. Mais il peut y avoir une phase transitoire qui peut être la bienvenue si que le cédant soit encore là quelques années, mais 10 ans, c'est pas une phase transitoire, disons. C'est sûr. Et on l'a vu quand même, Véronique, qui est la conseillère installation transmission, elle était proche de ces gens, beaucoup d'échanges. On la voit prendre le café avec les agriculteurs. Mais quelle posture justement doit avoir la conseillère installation transmission? Pouvez-vous nous parler de cette posture d'accompagnement? La posture qui va faciliter justement l'accompagnement, ça va déjà être, je dirais, une posture de confiance. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer une relation de confiance avec les personnes pour qu'elles puissent vraiment exprimer ce qui les inquiète, exprimer leurs intentions, mais qu'elles puissent le dire vraiment profondément, que ce ne soit pas que des idées superficielles. Donc il y a cette relation de confiance qui doit être instaurée, tout en ayant suffisamment de recul pour pouvoir suffisamment questionner les gens et ne pas s'arrêter à ce qu'elles peuvent évoquer comme étant une fin en soi et quelque chose qui est inéluctable. Par exemple, quand j'entends l'agriculteur qui dit c'est la 5e et je serai la dernière génération dans cette exploitation, on sent que c'est quelque chose qui lui pèse énormément. Et ça peut être intéressant de rebondir aussi là-dessus pour voir en quoi ça peut être positif pour lui. Parce que c'est pas la fin de tout, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure avec une nouvelle famille. Et donc, on peut imaginer d'autres choses. Donc, l'accompagnateur, il a aussi ce rôle-là, c'est-à-dire d'accueillir ce que la personne vit et aussi de l'aider à porter un autre regard sur ce qu'elle est en train de vivre pour lui montrer qu'il y a probablement d'autres voies, une autre façon de voir les choses qui va lui donner des ouvertures et du coup, petit à petit, trouver des solutions pour arriver à se retirer tranquillement. On parle de distanciation aussi. Le conseiller doit avoir une certaine distance aussi avec les porteurs de projets ou les cédants. Vous nous le confirmez, c'est cette distance qu'il faut avoir et ce regard extérieur et neutre, j'allais dire, même si on n'a jamais un regard très neutre. Oui, distanciation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être plus mal que l'exploitant. C'est-à-dire si l'exploitant il vit quelque chose de difficile, si moi en tant qu'accompagnateur je suis touchée par son histoire, parce que ça me renvoie à des choses qui me sont propres, je vais être en difficulté pour pouvoir lui poser les bonnes questions. Donc cette distanciation, elle est vraiment essentielle. Donc on a vraiment, c'est pour ça que la formation des accompagnateurs elle est importante, pour qu'ils aient bien conscience de ce qu'ils apportent par leur présence, qui va être aussi d'apporter un cadre de réflexion, une méthode par étape. Enfin, c'est de donner comment je dirais, un cadre qui va permettre d'avancer. On n'est pas dans de l'échange, dans de la discussion comme on discuterait avec des amis. On essaye de faire travailler la personne pour accepter, aller vers un changement choisi, accepté, et non pas rester dans quelque chose qui soit comme quelque chose de difficile à vivre et d'inéluctable. Donc c'est aider la personne à changer elle-même de posture par rapport au changement qui arrive. Carole, vous nous confirmez, vous qui êtes conseillère en installation transmission, vous nous confirmez cette posture, ça doit être pas facile à prendre, cette distance avec les gens. Puis vous devez connaître énormément de dossiers, je suppose également. Vous suivez quand même beaucoup d'installations de transmission. Véronique me disait une 50aine de dossiers, vous, ça doit être quasiment pareil, non? Oui, à peu près pareil. On doit être un petit peu moins sur la Charente-Maritime, mais c'est équivalent. Ce ne sont pas des dossiers. Ah, pardon. Je vous ai vu réagir tout de suite, Eric. On parle depuis 3/4 d'heure de relations humaines, et là, on n'a pas affaire à des dossiers. Là, on a affaire à des personnes, et c'est vrai que, comme le disait Daniel, la question de la posture est, je dirais, essentielle, et on ne peut pas faire ce travail-là en amateur, quoi. Même si à un moment donné,
installer un climat de confiance, ça peut passer par un café, ça peut passer par des étapes où il faut un peu briser la glace, mais après, il faut quand même toujours avoir en tête qu'on est là pour servir aussi un objectif. Et ça, la définition de l'objectif qu'on partage avec les cédants et les porteurs de projets, c'est hyper important dans ce travail de l'accompagnement. Effectivement. C'est essentiel. Donc, cette posture d'accompagnement, oui, vous avez suivi des formations pour savoir comment il fallait que vous vous comportiez. Et ce côté accompagnement humain, effectivement, il y a de l'humain avant tout. Ce n'est pas des dossiers, ce n'est pas des chiffres. Je comprends ce que vous voulez dire, Eric. La formation, oui, je l'ai suivie et on va dire elle est essentielle pour pouvoir accompagner et avoir justement la bonne posture. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner, et ce que disait Daniel tout à l'heure, on est là pour qu'ils puissent cheminer en fait. On est à côté et on essaie de les faire questionner sur leur projet pour que, au final, ils arrivent à accepter en fait la transmission et le changement et que ça soit pas quelque chose de subi. Et voilà. Et nous, on est à côté et on avance avec eux. Daniel, vous avez déjà noté cette phrase que je voulais vous faire rebondir, effectivement, de 5e génération qui va s'arrêter. On sent tout ce côté histoire. Même, allez, on peut oser le patrimoine, c'est un peu ça. Tout ce qu'on a construit, tourner la page, mettre peut-être un point qui n'est pas forcément final là, puisque c'est une situation assez particulière. Mais oui, c'est la posture aussi du cédant aussi. Se mettre dans la posture, dans le costume du cédant, aussi se dire, demain, c'est plus mon exploitation, quoi. C'est ça. Et ça donne l'impression que le cédant, en fait, c'est comme s'il est dépositaire, en fait, d'une histoire familiale qui lui a été confiée par les générations d'avant, et il se voit comme un maillon de l'histoire familiale qu'il doit donc transmettre. Et le fait de dire, je ne vais plus être, l'exploitation ne sera peut-être plus dans la famille, c'est comme si c'était une rupture. C'est effectivement une rupture de l'histoire familiale, mais c'est pas la fin de l'histoire. Et c'est là où ça demanderait vraiment être travaillé pour que la personne se libère de ce poids de la lignée familiale et de pouvoir se dire, en fait, ce qui est important, c'est que je m'adapte à mon contexte actuel. C'est-à-dire ce que la famille a réussi à faire depuis des générations, ça a été possible parce que l'époque le permettait à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est différent. Et donc, ce que j'ai à réussir, moi, aujourd'hui, c'est à continuer à transmettre cet outil de travail à une autre famille. Et peut-être que mes aïeuls seraient fiers de cette étape-là. C'est vraiment, valoriser ça aussi. Bon, hors micro, il m'a quand même confirmé, Lionel, qu'il avait eu, par certains côtés, l'accord de son grand-père, mais c'était plus difficile de la part de son père, vous voyez. Bon, je vous passe les détails, mais c'est vrai que c'est plus son père, en fait, et c'est plus une pression de son père que de son grand-père qui avait un peu compris qu'il n'y aurait peut-être pas de succession et de 6e génération d'agriculteurs, quoique. Petite question sur aussi cette posture et cette prise de conscience. C'est ce qu'on disait, les agriculteurs, ils osent venir vous voir, ils osent vous solliciter quand ils ont ces questions là sur la succession, sur tout ça, parce que là, en fait, on a l'impression qu'il faut acquérir leur confiance pour qu'ils se confient à vous. Alors, on va dire que sur la première étape, pas forcément. D'abord, on va faire connaissance. Et puis, au fur et à mesure du questionnement, il va s'installer cette confiance. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on va pouvoir les accompagner et les amener à la réflexion et au-delà à la transmission. J'ai l'impression qu'il faut que ça vienne des agriculteurs aussi, finalement. Ce cheminement, c'est pas forcément, c'est pas vous, c'est aussi d'eux, en fait. Vous cherchez à ce que ça vienne d'eux. Il faut qu'ils deviennent acteurs. C'est très joliment dit, et c'est justement ce qu'on a voulu dire aussi à travers ce débat. D'ailleurs, l'accompagnement humain, non, un petit chiffre qu'on avait eu sur ces exploitations à reprendre en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez le voir à l'écran, il y a 600 exploitations quand même qui cherchent le repreneur aujourd'hui. Ça semble beaucoup, peu, Eric, si on commente un peu ce chiffre. Si on remet ça en perspective par rapport aux chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être une partie.
C'est-à-dire que dans la transmission, il y a aujourd'hui celle où le scénario de reprise est déjà, on va dire, en place, donc ils ne sont pas dans la situation de recherche. Après, il y a tous ceux qui se posent des questions, et comme on le disait tout à l'heure, dans ces 600 exploitations-là, ce sont 600 exploitations où les personnes sont en action de recherche. Il y a tous ceux qui sont encore en train de se poser des questions. Donc, ça commence à représenter un portefeuille significatif, important, sur lequel il faut quand même concentrer beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que cela, à partir du moment où on a des personnes qui sont, on va dire, volontaires, qui cherchent des repreneurs, ça serait triste de ne pas pouvoir y répondre. Donc, même si en face, on a des porteurs de projets, mais on n'a pas encore automatiquement l'adéquation systématique dans la mesure où eh bien, c'est pas simplement des surfaces, c'est pas simplement des animaux, c'est à un moment donné aussi un feeling entre quelqu'un qui va partir et quelqu'un qui va arriver. C'est aussi un territoire qui va accueillir plein d'éléments qui font qu'on se retrouve derrière ces 600 exploitations, on va dire, qui sont dans le portefeuille. Véronique parlait d'une quinzaine en Corrèze, mais c'est à l'échelle de on va dire, de la Nouvelle-Aquitaine. On est entre 100 et 120 installations chaque année qui sont quelque part déclenchées par ces dispositifs un petit peu nouveaux que sont l'accompagnement qui ne se serait peut-être pas réalisé s'il n'y avait pas eu ça. Donc c'est essentiel, cet accompagnement justement. Et Lionel disait aussi autre chose. Lui, il aimerait bien que la reprise se passe en respectant son travail. Le côté, j'allais dire, dans l'éthique, dans tout ce qu'il a installé. J'ai l'impression que les repreneurs, pas les repreneurs, mais les agriculteurs, les cédants, espèrent en fait que ça ne bouge pas. Le côté ma ferme va évoluer. Est-ce que cette prise de conscience on l'observe aussi? Est-ce qu'on laisse aussi les clés? On parlait aussi des agriculteurs qui vivent sur l'exploitation, qui ne laissent pas forcément leur maison, etc., qui restent, qui gardent un œil. Tout ça, toute cette distance, c'est essentiel. Ça fait partie en gros du cheminement. C'est-à-dire que le fait d'imaginer que l'exploitation qu'on va transmettre ne sera pas menée obligatoirement de la même façon, ça, c'est pas quelque chose qui peut être, comment dire, conceptualisé dès le début. Et c'est un peu ce travail un peu sur le champ des possibles, sur quelque part le résultat un peu de cet accompagnement qui fait qu'à un moment donné, on va faire avancer l'agriculteur dans cette réflexion-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si on ne peut pas l'obliger, s'il est trop, on va dire, fixé sur cet élément-là, alors au nom de l'histoire, au nom de l'éthique, au nom de tout ce qu'on veut, ça lui fermera obligatoirement des portes. Donc, un facteur de réussite, c'est aussi s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au fait que des porteurs de projets peuvent peut-être à un moment donné arriver avec des idées nouvelles. Alors après ça, nous, on préparera le terrain pour faire en sorte qu'on préparera aussi les porteurs de projets, parce que là, il y a aussi un travail avec eux qu'il faut enclencher. Mais c'est aussi un vecteur de réussite. C'est cette acceptation-là dans le contexte actuel. Et ça rentre pleinement dans cet accompagnement humain. L'acceptation, ce changement, on va en parler là d'ailleurs tout de suite. Il en est question dans ces deux témoignages que nous allons voir dans ce reportage du côté de Chez, en Deux-Sèvres, où nous allons découvrir les familles Amiot et Verrier. Amiot, ils cèdent leur exploitation, mais vous allez voir, ils cèdent sur un an. Ils ont accompagné en fait finalement leurs repreneurs, les porteurs de projets dans un stage de parrainage, et vous allez découvrir ce dispositif là tout de suite dans ce reportage. Visite de ferme à Chez, dans les Deux-Sèvres, pour Christophe Aubin, conseiller installation transmission à la Chambre d'agriculture Charente-Maritime Deux-Sèvres. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on discute un petit peu des suites par rapport au dernier suivi. On avait évoqué notamment un certain nombre de choses à faire. Il a une mission bien particulière, permettre la transmission de la ferme d'agriculteurs bientôt en âge de céder leur exploitation à de nouveaux jeunes agriculteurs. Un accompagnement de plusieurs années, depuis la réflexion jusqu'à la finalisation de l'installation. On essaye de déterminer quelles sont les exploitations qui vont avoir besoin de nous, notamment ceux qui ont un besoin de transmission hors cadre, parce que ça c'est notre public privilégié, là où on a vraiment notre rôle à jouer. Et ensuite on a la phase proprement dite d'accompagnement pur qui va être dans les dernières années, donc dans les
et 3-4 ans avant le départ présumé. Après, la phase la plus active, ça va être dans la phase effectivement accompagnement, où là, on va venir préparer le terrain, c'est-à-dire réaliser des estimations, faire des audits, essayer de faire en sorte que les gens se préparent aussi à recevoir des candidats. Et une fois qu'ils les ont, on essaye de faire en sorte de les faire se rencontrer. Une rencontre, c'est ce qu'ont vécu les familles Amiot et Verrier lors d'un speed dating organisé par la Chambre d'agriculture. Car Gilles et Catherine Amiot ont mûrement réfléchi leur transmission depuis déjà plusieurs années. Il faut y penser longtemps à l'avance. Quand on arrive juste à quelques mois, c'est trop tard. On y a réfléchi plus sérieusement depuis 5-6 ans, mais on avait été, dans le cadre du plan Caprin, on avait été démarché lorsque moi j'ai eu 55 ans. C'était le déclenchant. Et donc on a commencé à en parler à ce moment-là, ouais, avec quelques questionnements de la part c'est Christophe aussi qui était passé à cette époque-là. Voilà, qui nous a posé quelques questions et puis ça a continué à mûrir pendant quelques années jusqu'à ce qu'on enclenche une démarche il y a 3-4 ans plus opérationnelle. La première visite de Christophe il y a 5 ans était vraiment bénéfique parce qu'on a senti qu'on s'approchait quand même du terme, même c'était pas encore d'actualité quand même à l'époque. Mais rien que le fait de nous poser la question, la maison, est-ce que vous êtes prêts à la laisser? Les bâtiments, est-ce que vous êtes prêts à la laisser? Et sur le coup, ça demande. Sur le coup, on dit peut-être pas encore, quoi. Des interrogations que les conseillers installation transmission savent bien faire apparaître pour aboutir à une réflexion la plus construite possible. Mais qui dit transmission dit porteur de projet. En face, Audrey et Romain Verrier. Ils nourrissaient plusieurs projets. Ils ont quitté la région parisienne pour s'installer en Deux-Sèvres et ont changé de métier. Audrey était éducatrice spécialisée, Romain, manager d'équipe en informatique. Il leur a fallu donc quelque temps pour définir leur nouveau projet de vie. On cherchait un métier qui avait déjà du sens, un métier qui nous parle et un métier qui nous rapproche un petit peu de la nature. L'élevage de chèvres, ça fait 3 ans, on va dire, que c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Et donc ça nous a pris du temps déjà de rencontrer des éleveurs, de découvrir ce métier-là parce qu'on n'y connaissait absolument rien. En 9 mois, Romain passe un BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprise agricole au lycée agricole de Melle. Audrey suit la même formation par correspondance. Et pour apprendre le métier, il voulait passer par le stage de parrainage, un dispositif qui vise à faciliter l'installation des porteurs de projets. Ils sont accueillis comme stagiaires sur l'exploitation pendant 3 à 12 mois. L'objectif, professionnaliser les futurs agriculteurs et les familiariser aussi avec l'exploitation et le milieu. C'est sur le terrain qu'ils apprennent le mieux. C'était même vital parce que nous on s'installe hors cadre familial, venant de Paris, je suis pas du tout familière du milieu agricole. Donc pour nous c'était une condition d'être parrainé, suivi, soutenu par des mentors en quelque sorte. Ouais. L'installation aurait été très très compliquée s'il n'y avait pas eu le parrainage. Parce qu'ils nous apprennent tout ce qu'on doit savoir. Ils nous transmettent leur outil de travail, leur métier, leur passion et un peu leur vie finalement. Agriculteurs, bientôt à la retraite, et porteurs de projets échangent au quotidien sur les pratiques de la ferme. Mais si j'en mets pas à 14h, j'en mets à 16h ouais. Et toi, parce que le trèfle, tu le mets avant la traite. Un échange permanent et enrichissant qui permet d'apprendre au mieux la pratique. Chacun tient un rôle bien défini. Catherine s'occupe de la traite des chèvres, du soin aux chevreaux et aux chevrettes, et de la comptabilité. Gilles s'occupe de l'entretien du matériel, des terres et de l'alimentation. Audrey et Romain ont observé leur travail avant de prendre le relais. Car certains week-ends, ils sont seuls à gérer l'exploitation. Puis Catherine et Gilles sont déjà partis en vacances cet été et envisagent de repartir d'ici peu.
Après 34 ans, difficile pour Gilles et Catherine de tourner la page sur une exploitation qu'ils ont construite de leurs mains. Mais eux aussi se sont installés hors cadre familial en 1987, reprenant cette bergerie devenue chèvrerie. Ils connaissent donc les tenants et aboutissants et font confiance à ces porteurs de projets avec qui ils partagent de nombreuses valeurs. Oui, on va céder notre histoire de 35 ans, quoi. La construction de l'exploitation, la rénovation de la maison, le cadre de vie, oui, et l'histoire de la famille dans ce lieu-là. Donc ça, si on s'y met 6 mois avant la date de retraite, on n'est pas prêt. Et donc, on ne transmettra pas. Je crois qu'on a une certaine fierté de ce qu'on a fait. Et que l'idéal, enfin moi dans mon idée, l'idéal c'était de trouver des gens qui aiment ce qu'on ait fait et qui le reprennent tel que. Ce qui n'excluait pas forcément qu'ils évoluent après, en tout cas qu'ils apprécient ce qu'on avait fait. Voilà, même s'ils modifiaient des choses, parce que bien sûr ils ont tout à fait le droit de le faire. Et la chance c'est que quand on a rencontré Romain et Audrey, en fait c'est vrai qu'on a eu un très très bon feeling. Et que, n'étant pas eux du milieu agricole, ils avaient besoin aussi de quelque chose d'un peu rassurant et ils n'étaient pas prêts à modifier des choses dès le départ. Et on sait qu'ils vont faire quelque chose de bien, même si c'est différent. Voilà. En Nouvelle-Aquitaine, 120 stages de parrainage se déroulent actuellement. Et ce dispositif fait ses preuves puisqu'il a augmenté de 20% en 2 ans. Elles sont mignonnes, ces 2 petits chèvres qui sont bientôt les vôtres finalement. On a Audrey et Romain qui nous ont rejoints sur le plateau. Donc bonjour Audrey, bonjour Romain. Donc vous êtes là dans le reportage, on vous a découvert. Donc porteur de projet et en stage là depuis maintenant quasiment 1 an puisqu'on arrive à 10-11 mois et à la fin du stage. Oui, c'est ça exactement. Moi depuis le mois de février et Audrey depuis le mois d'août. Voilà, vous a rejoint un peu après, continuer à faire son travail d'éducatrice spécialisée. C'était bien ça. C'est ça. Donc un changement de vie total, passer, j'allais dire, d'un travail de bureau ou un travail aussi, pas de bureau, mais dans l'éducation spécialisée qui est quand même assez compliqué, à un travail aussi compliqué mais qui n'avait rien à voir avec vos formations initiales. Ah non, qui n'a absolument rien à voir avec les formations initiales qu'on a pu suivre l'un et l'autre, effectivement, et qui n'a rien à voir non plus au quotidien, puisque moi j'étais en open space devant un ordinateur toute la journée, et que là je me retrouve au milieu de chèvres tous les matins, ou dans les prairies ou les champs la journée. Donc oui, ça fait un gros changement, effectivement. Un gros changement, mais aussi, vous aviez un projet un peu idéal. Vous étiez en région parisienne, mais ça, on l'a fait avant Covid, hein, donc vous n'êtes pas dans le monde d'après, dans tous ces gens qui ont fui Paris, quoique vous avez fui Paris, mais avant, voilà. Mais expliquez-nous aussi, quel était votre projet initial. C'était déjà dans l'agriculture, vous voulez vous installer dans l'agriculture, mais faire quelque chose de différent, parce que là, votre projet a évolué, vous aussi, vous qui allez vous installer d'ici peu et qui êtes déjà installé par certains côtés. Le projet au départ, dans l'idéal pour nous, c'était d'avoir une structure un peu plus petite. On imaginait un peu moins d'une centaine de chèvres, on imaginait de la transformation évidemment et de la commercialisation en circuit court. Puis voilà, moi j'ai fait ma formation à Mel, j'ai commencé à essayer de projeter ce projet-là dans la réalité et je me suis vite rendu compte, et on s'est vite rendu compte tous les deux, que ça allait être compliqué de mener tout ça de front en fait, avec notre niveau de technicité de tout débutant finalement. Donc on a rencontré Gilles et Catherine et on a pu trouver un projet qui corresponde plus à une réalité de ce qu'on était capable de faire au démarrage en fait. Donc déjà produire du lait, élever des chèvres et le faire correctement, et le reste suivra peut-être un jour, mais ça on en reparlera dans un futur plus ou moins proche. Il y a eu une certaine réalité du terrain, vous confirmez un peu Audrey, une prise de conscience, puis c'est un projet à 2, vous êtes en couple, vous avez trouvé, et puis on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est une rencontre, on l'a dit en speed dating la première fois, mais finalement ça n'avait pas matché la première fois avec Gilles et Catherine. Parce que la première fois, je reprends parce qu'en fait la rencontre, le speed dating, c'était juste moi, c'était pendant ma formation. Audrey n'était pas là. Audrey n'était pas là, donc elle ne peut pas parler de ce qu'elle n'a pas vu. Voilà. Et donc c'est au cours de la formation, lors du speed dating, on s'est rencontrés. Donc j'ai présenté mon projet en parlant de ce petit élevage avec de la transformation. Et eux m'ont dit, non, nous on a 340 chèvres, on livre à une laiterie et
et à une fromagerie en partie. Donc voilà, on a bien discuté, on a bien accroché, mais on a fini par conclure que non, leur projet et le nôtre ne pouvaient pas matcher, quoi, en fait. Et on s'est quitté voilà, après un moment très agréable, mais en se disant au revoir, quoi. Et c'est en fin de formation, plusieurs mois après, où moi j'avais mûri un petit peu le projet. Avec Audrey, on en avait discuté, on avait échangé là-dessus, où je me suis dit, mais je vais peut-être les recontacter, parce que ça vaut peut-être le coup de voir ce qu'eux ont à proposer finalement et de voir ce lieu-là. Et quand on s'est déplacé, on s'est vite aperçu qu'on ne s'était pas déplacé pour rien finalement et qu'il y avait quelque chose peut-être à faire avec eux. Oui, parce qu'auparavant, on a beaucoup parlé de la posture aussi du cédant, du costume à endosser, mais finalement aussi les porteurs de projets doivent aussi aller arrondir les angles. On part dans des projets, en fait, on ne sait pas. J'allais dire, on va créer une entreprise par certains côtés. On devient propriétaire de son entreprise. C'est compliqué de faire une sorte de business plan. On ne sait pas où on va se lancer, mais finalement, voilà, on réarrondit les angles, on fait des choses comme elles vont. Et puis, ce stage de parrainage, je suppose, ça s'est aussi bien passé. Ça permet aussi de revoir un peu le projet, je suppose. La réalité du terrain. Oui, complètement. Ça permet déjà, en quelque sorte, pour nous, d'éprouver un petit peu notre projet et de se tester quelque part, de savoir si ça va marcher, si on est fait pour ça ou pas, puisque on y est au quotidien. Donc là, on s'en rend vite compte. Et ça permet aussi de prendre la main sur l'entreprise qu'on va reprendre et de comprendre son fonctionnement et de continuer à se former au quotidien et de continuer à apprendre. Donc oui, c'est vital pour nous, ce stage-là. Et vous, Audrey, donc vous avez rejoint l'aventure un peu après, vous avez fini l'année scolaire, hein, concrètement. Et donc en juillet, août, vous avez rejoint l'aventure. Pas de vacances donc pour vous, voilà. Mais la découverte d'un nouveau métier aussi, on change de tout au tout. Racontez-nous un peu votre expérience. Moi, c'est une découverte totale. Je viens absolument pas du milieu agricole, donc voilà. Aucun de vous deux. Aucun de nous deux, mais peut-être un peu plus toi. Tu avais ça en toi depuis quelque temps enfoui. Moi, non. C'est venu petit à petit avec la rencontre, de différents éleveurs, et puis la plongée dans le grand bain depuis le mois de juillet. Et, aucun regret. Et voilà, j'apprends tous les jours et voilà, c'est que du plaisir. Et dans le reportage, vous disiez le stage de parrainage, c'est essentiel. Vous ne voyez pas le faire sans, en fait. Comment apprendre ce travail par un stage de parrainage d'1 an, vous 6 mois, grosso modo, c'est essentiel. Mais bon, à vous deux, ça fait 1 an et demi. Voilà. Non, c'est essentiel le parrainage pour être assuré. Voilà, pour être sûr de démarrer sans faire trop d'erreurs, trop de bêtises. Voilà, moi je me sentais pas de démarrer dans cette activité sans un minimum de soutien, d'aide. Pour moi, c'est vital. C'est vrai, on va le voir à l'écran, il y a 120 parrainages en Nouvelle-Aquitaine sur cette infographie là qui va être diffusée. Donc 120 stages de parrainage en Nouvelle-Aquitaine qui sont en cours. Le stage de parrainage, en 2 mots, Eric, qu'est-ce que c'est quelque chose qui se développe actuellement? Oui, on peut parler de développement. Ça fait partie des outils qui sont proposés dans le cadre des accompagnements transmission. Bon, comme on l'a vu, c'est primordial quand il y a un gros besoin de transfert de savoir. Mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a aussi l'arrivée sur un nouveau territoire, une appropriation aussi d'un environnement qui est quasiment nécessaire quand on reprend une exploitation agricole. Et derrière ce parrainage aussi, on a un double investissement, parce que même s'il y a des aides de l'État, des aides de Pôle emploi, c'est aussi sur vos fonds, quelque part, vos droits en Pôle emploi que vous mettez dans la balance pour travailler et puis apprendre ce métier. Il y a aussi souvent, dans la majeure partie des cas, les cédants qui complètent un petit peu en proposant du salariat agricole. C'est pas tout à fait un format de salarié. Voilà. En gros, on arrive à couvrir et à rendre cette phase-là, on va dire, financièrement parlant, vivable, dans la mesure où c'est quand on quitte un métier, quand on quitte une région, quand on quitte sa maison à quelques centaines de kilomètres, il faut quand même avoir un petit peu de ressources financières. Et ça, c'est quand même un sacré atout d'utiliser ce type d'outil. Après, au-delà de tout ça, il y a dans le parrainage aussi la relation entre, on va dire,
les cédants et les porteurs de projets qui n'ont pas de valeur. C'est-à-dire que derrière un projet d'installation comme celui-ci, il est inconcevable d'imaginer une reprise sans parrainage. Et sans le parrainage, on n'aurait même pas pu enclencher les derniers temps, à savoir l'accord bancaire, l'acceptation de tout l'environnement de l'exploitation sur la reprise. Et ça, le travail des cédants a été aussi primordial pour rendre l'exploitation transmissible. C'est-à-dire que ça, c'est un outil, le parrainage. Mais bon, il vient aussi accompagner un certain nombre de choses. Tout à l'heure, Dominique parlait d'alignement de planètes. On peut utiliser le parrainage quand on a quand même un certain nombre de planètes qui sont alignées. On le sent, Catherine le disait d'ailleurs dans le reportage, il y a eu un certain feeling, c'est naturel entre vous, j'allais dire, il y a pas, ça se force pas, et c'est vrai que bon, ça se passe bien. Moi, j'ai été sur votre exploitation, ça se passe plutôt bien. Il y a de l'échange, on l'a vu sur de la nourriture, sur le soin aux animaux, ou même peut-être le côté entretien des terres, etc. Ou encore, ils vous ont proposé, je crois, l'année prochaine pour la MISBA d'être présent parce que vous l'aviez pas forcément vu, je crois, vous, Audrey. Voilà. Si. Bon, mais il faut revoir alors, peaufiner. Bon. On a fait tout juste une saison complète, donc c'est court en agriculture, une saison. Il se passe pas souvent 2 fois la même chose sur 2 saisons consécutives. Donc là, avoir la chance d'être accompagné encore par Gilles et Catherine sur le démarrage de cette première saison-là, où nous, on va s'installer, c'est encore un coup primordial pour nous parce qu'on va avoir leur expertise, leur savoir-faire et faire un bon démarrage avec des MISBA qui se passent bien. C'est l'assurance de faire au moins une bonne première année et de partir sur de très bonnes bases. Donc voilà, on met toutes les chances de notre côté grâce à leur engagement et ils continuent à être dans la transmission vraiment tous les deux et à nous accompagner pour que tout ça se passe le mieux possible en fait. Et je le disais, Eric, tout à l'heure, vous m'avez dit non, pas forcément, ça se développe, mais si quand même, en 2 ans, vous m'avez dit 20% de parrainage en plus quand même. Oui, non, mais c'est un outil sur lequel il faut qu'on communique. C'est un outil qui répond de plus en plus à un besoin. Quand on parlait en introduction du contexte avec le plus en plus d'arrivées de profils ORCAD familiaux qui, comme tous les deux, n'ont pas toujours les compétences, et surtout les compétences techniques, parce que c'est surtout là-dessus que le transfert de savoir il est hyper important. Eh bien, on a entre les mains un super outil. Alors, on le développe et puis tant mieux, quoi. D'ailleurs, j'aimerais vous faire réagir, Daniel, sur ce côté parrainage et l'accompagnement humain sur le parrainage. On le voit quand même. On a vu encore un conseiller installation-transmission. Ces hommes de l'ombre, hommes et femmes de l'ombre, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes là dans les reportages. Voilà. Et comme ça, on fait l'équité et la parité. Bref. Stoppons ce débat. Mais ce qui est clair, net et précis, c'est qu'il y a un accompagnement humain. Là encore, Christophe connaissait aussi bien Romain et Audrey que Gilles et Christine. Et Catherine, oui, pardon. Je pense que l'accompagnement humain pendant le stage de parrainage, il a aussi tout son rôle pour justement faciliter des temps d'échange entre les différentes personnes et aborder les vrais sujets. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne sont pas abordés, mais le fait, là encore, c'est une tierce personne qui permet de donner un cadre de réflexion qui va permettre d'aborder des questions qui ne sont peut-être pas abordées suffisamment tôt et pour donner le temps à la réflexion des uns et des autres. Donc cette tierce personne, elle a vraiment toute sa place pour accompagner justement le cheminement des uns et des autres pour aller vers cette installation et vers le retrait des agriculteurs qui prennent leur retraite. Voilà, il y a vraiment la phase évolution, elle est majeure. On a vu dans le reportage l'évolution de la réflexion. Il y a eu ce qui m'a frappé, moi, c'est il y a eu un bon feeling de part et d'autre qui a encouragé les gens à se revoir. Et ça, c'est majeur. C'est-à-dire qu'on voit bien que le facteur humain, il est essentiel. S'il n'y a pas le feeling, on continue pas plus, quoi. Et l'évolution des projets des uns et des autres, à la fois des porteurs de projets qui ont vu que leur première idée, elle ne pouvait pas s'inscrire dans la réalité telle que, et les cédants qui voient que c'est aussi en cheminant, ils ont réfléchi longtemps en amont sur ah oui, il va falloir laisser la maison d'exploitation, ah bah ça on n'y avait pas pensé, donc bon.
Donc, que Christophe, l'accompagnateur, passe 5 ans avant, c'était pas mal, quoi, puisque ça donne le temps d'y réfléchir. Donc, on voit bien tout ce temps nécessaire pour mûrir le projet. Et ensuite, il y a le côté parrainage qui est vraiment essentiel, que chacun situe bien son rôle. Et je crois que l'accompagnateur, il a aussi à valoriser ce travail de parrainage du parrain, en quelque sorte, hein, parce que parrainage, ça veut dire qu'il y a un parrain. Il y a un parrain et un parrainé, ou un couple de parrains, un couple de parrainés, où ce parrain vont être comme des tuteurs qui vont accompagner la montée en compétences et qui vont être un peu des veilleurs pour être présents à chaque fois qu'il y a une question qui vient et où on ne sait pas où trouver la réponse. Et je trouve que le côté du parrainage, il pourrait même se prolonger au-delà du contrat, du stage. Alors avec ces personnes-là ou avec d'autres personnes du milieu environnant, et je pense qu'un des points forts pour permettre l'insertion de nouveaux arrivants dans un milieu quel qu'il soit, c'est que l'environnement soit accueillant et qu'il y ait des pairs, d'autres professionnels qui soient un peu comme des veilleurs pour permettre que les personnes qui arrivent, qui n'ont pas cette expérience longue de l'agriculture, puissent avoir des endroits où ils peuvent poser leurs questions, ils peuvent vérifier une question, un sujet, un choix à faire. Et je trouve que c'est hyper important d'être accompagné par tout l'environnement, en fait. Et autre petite question à vous, Romain et Audrey, justement, c'est... Vous êtes quand même curieux. Je sais que quand je suis venu vous voir là, lors du reportage, vous êtes allé voir d'autres exploitations. Je suppose que c'est pas la seule exploitation que vous avez visitée, pas la seule chèvrerie. Vous avez quand même des projets d'évolution. Vous en discutez aussi peut-être avec la famille Amiot? Oui, bien sûr. On a des projets d'évolution. Alors pour l'instant, ils sont très légers et très mesurés. Hein. On ne va pas tout transformer, loin de là. Mais on a beaucoup échangé avec Gilles et Catherine. Ils ont, eux, beaucoup de propositions parce qu'ils ont beaucoup réfléchi à leur projet de transmission. Et donc, ils ont des perspectives d'évolution de leur ferme déjà en tête. Ils savent déjà ce qui pourrait être amélioré dans leur ferme. Ils l'ont déjà prévu pour penser à la transmission et à la possibilité d'évolution de leur structure parce qu'ils n'étaient pas sûrs de trouver des repreneurs qui fassent exactement comme eux. Et donc, on a cette chance-là aussi, c'est qu'ils ont projeté leur ferme dans quelques années, ce qu'il allait falloir modifier, les améliorations qu'on pouvait y apporter. Donc ça, c'est encore une vraie chance pour nous, c'est qu'on a toute cette émulsion et on profite de cette réflexion qu'ils ont déjà menée. C'est intéressant quand on entend tout ça. En fait, eux ont préparé leur transmission largement. C'est un petit peu c'est un peu la boucle. Hein. On parlait tout à l'heure d'anticipation, de stratégie de transmission. Ce que vous voulez dire en gros, c'est que même si quelque part c'est pas d'imposer un modèle ou un cadre qui pour les porteurs de projets pourrait devenir un carcan, au contraire, c'est ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a une exploitation qui est un support de projet et qui permet ce genre de projection est à la fois assumé par les cédants et les porteurs de projets. On a un terrain de jeu idéal. Bon, voilà. C'est malheureusement pas toujours le cas parce que derrière le parrainage, il faut aussi voir parfois il faut en parler. Parfois, ça ne marche pas. Et le parrainage, il a aussi vocation à mettre en évidence des situations qui, quelque part, ne matchent pas. Et même si ça ne matche pas, on peut arrêter, j'allais dire, à tout moment. Voilà. Là encore, l'importance d'une tierce personne est primordiale. Quand ça ne matche pas, quand ça ne marche pas, pouvoir aussi s'appuyer sur quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir quelque part décider de quand on va arrêter, de comment on va arrêter, ça c'est nécessaire. Mais voilà, le parrainage sert aussi à ça, à se tester, à voir sans engager des choses irréversibles, ce qui est possible. Mais la majeure partie des parrainages, quand même, débouchent sur des installations hors cadre familial, et ça, c'est vachement bien. Ce sont des belles histoires à raconter, comme avec vous, Audrey et Romain. Je trouve que ça se raconte, c'est magnifique, en tout cas, de vous voir et de voir un peu. Vous avez les yeux qui pétillent un peu, mais voilà, c'est chouette.
c'est chouette parce que vous faites ce que vous voulez faire maintenant. Bah, exactement. Nous aussi, on trouve que c'est chouette. Bon, ouais, c'est l'essentiel. J'avais peut-être un point de vigilance d'ailleurs à aborder avec vous, Daniel Guilbault, sur le point de vigilance sur cet accompagnement humain. Est-ce qu'il y a des points un peu négatifs ou des points où il faut faire attention finalement, être vigilant quoi. Donc des points de vigilance en tant qu'accompagnateur, hein, c'est ça la question. Oui, sur l'accompagnement humain en tant qu'accompagnateur, effectivement. Les points de vigilance, ça serait, ce serait de bien valoriser le temps d'accompagnement, c'est-à-dire ne pas laisser des choses traîner, parce que le contrat de parrainage c'est quand même très court. 1 an, c'est pas long du tout, hein. Comme disait Romain, de mon point de vue, il faudrait 2 ans, parce que voilà, mais ça. Bon, il acquiesce. Hein. Mais oui, parce que le temps de comprendre le cycle de production et ensuite de se projeter sur son projet d'installation, vu le temps d'un projet d'installation, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi et donc l'accompagnateur, il a aussi comme rôle de rythmer le stage de parrainage pour qu'il puisse très rapidement identifier quels sont les objectifs de ce contrat, qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qu'on veut vérifier pour pouvoir se dire banco, ça marche, on y va, ou ça ne marche pas. Donc il y a un rythme à donner et donc de pouvoir arriver à aborder les sujets clés très tôt, sans attendre que les personnes soient forcément prêtes à les aborder. C'est-à-dire que le point de vigilance, ça veut dire oser aborder les sujets entre guillemets tabous ou délicats parce que on sait pas trop, on a peur de blesser l'autre, on a peur qu'ils comprennent pas ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment aussi le rôle de l'accompagnateur que d'aider les personnes à mettre des mots sur les craintes qu'ils peuvent avoir ou sur les questions qu'ils ont. Et même si c'est des questions qui peuvent être entre guillemets dérangeantes ou quoi, mais il faut les poser parce que tant qu'on n'a pas la réponse, on n'avance pas. Donc c'est important de pouvoir vérifier ça et qu'il n'y ait pas de malentendu à un moment donné où on n'a pas vu venir et tout d'un coup il y a une des parties prenantes qui décide de mettre un terme alors que l'autre n'a pas vu le coup venir. Et ça c'est quand même quelque chose qui serait dommageable. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment entretenir ce dialogue et aider les personnes à dire ce qu'elles ont à dire, à comprendre ce qu'elles vivent pour pouvoir l'exprimer. Donc c'est vraiment là il y a un rôle majeur pour faciliter le dialogue. Il y a un peu de psychologie là dans ce que vous nous dites là un peu, même complètement, oui, relations humaines, etc. Oui, bien sûr, donc finalement les conseillers, ils ont une certaine montée en compétences. Eric, ils sont devenus conseillers psychologues, non? Presque. Non, mais après, tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut une certaine appétence aussi pour accepter le deal. Voilà, je veux dire, ces conseillers, ces conseillères qui choisissent aussi d'aller jusque là. Bon, à un moment donné, on leur impose pas quoi. Derrière la montée en compétences, il y a aussi quelque part un travail. Il y a de l'expérience parce que ça aussi c'est hyper important. On le sent bien que il y a une exigence de disponibilité, donc automatiquement il faut qu'on trouve aussi les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et ça, ça fait partie aussi de notre rôle, nous, de structure d'accompagnement, de mettre à disposition pour pouvoir résoudre ces situations, ce que je disais, les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, quoi. Donc, c'est important de travailler sur la montée en compétences parce que sur ce sujet-là, on va avoir sans doute de plus en plus de besoins compte tenu de l'évolution du contexte. Bon, là, l'émission va toucher à sa fin, mais il y a, je pense, beaucoup de choses à dire encore sur cet accompagnement humain, sur la transmission, une histoire humaine avant tout. Julien, une petite conclusion. Qu'est-ce que vous avez un peu retenu de ce débat, j'allais dire, enrichissant? Débat très enrichissant, oui, effectivement. Plusieurs choses. Déjà, un maître mot, l'anticipation. Que ce soit pour le cédant, le porteur de projet, et aussi pour nous, structures d'accompagnement. On doit avoir en tête toujours cette notion d'anticipation. On l'a largement développée. Deuxième point, peut-être l'accompagnement. Eric vient d'en reparler. C'est un accompagnement qui est très important pour le porteur de projet, évidemment, mais pour le cédant, d'autant plus aussi. Et c'est en lien avec cette anticipation. On doit avoir un accompagnement de qualité avec des gens qui sont formés. Et c'est tous les sens du projet qu'on mène, Chambre régionale, GAEC et Société, avec les autres organisations professionnelles.
Enfin, je reprendrai aussi la rencontre. Ça a été beaucoup dit dans certains reportages ou par certains intervenants. Il y a une rencontre qui doit s'opérer entre cédants et repreneurs. Et derrière, au-delà de cette rencontre, de ce feeling, il doit y avoir un rapprochement des projets de l'un et de l'autre. On a parlé tout à l'heure d'une certaine inadéquation en ouverture, inadéquation entre finalement certaines fermes qui sont à reprendre et puis les projets de certains repreneurs. Et d'ailleurs, le dernier reportage en était l'exemple typique. Et on voit que derrière, il y a une certaine posture justement et une certaine réflexion à avoir et qui doit s'anticiper là encore. Mais le projet de l'un et de l'autre doivent se réfléchir et pas chacun de leur côté. Le cédant doit aussi se mettre dans la posture de dire « moi j'ai mon exploitation, je l'ai amenée là pendant tant d'années ». De l'autre côté, le repreneur doit être capable de valoriser ce qui est aujourd'hui l'exploitation de ce cédant. Et derrière, il doit quand même rester une certaine liberté au repreneur, comme c'est le cas pour vous, de pouvoir quelque part réfléchir à comment je veux faire évoluer l'exploitation sans avoir derrière le poids du cédant de dire moi j'ai toujours travaillé comme ça et je veux que ça reste comme ça pour vous aussi. Donc voilà, il y a un point d'équilibre à trouver qui est crucial et vous êtes un exemple parfait finalement de ce cheminement intéressant et du travail d'accompagnement qui a été réalisé par les organisations autour. C'est joliment dit. Juste une petite question pour vous, Eric. L'installation ou la transmission, elle se termine quand? C'est une question un peu piège. Hein. Je sais pas si non, il n'y a pas de fin. Je veux dire parce que même à la rigueur, vu ce qu'on a commencé à dire, je suis désolé Romain, mais il va falloir pratiquement dans quelques années que tu commences à imaginer comment cet outil que vous avez en main, il va falloir essayer de le transmettre. Voilà. Après, notre rôle aussi derrière la sensibilisation, c'est que ça soit aussi un sujet, on va dire, perpétuel ou permanent. Si aujourd'hui on cale souvent la transmission d'une exploitation à la date de cessation d'activité, à savoir la retraite, c'est la situation d'aujourd'hui. On voit très bien avec les nouveaux profils de porteurs de projets qui arrivent, des situations où, quelque part, dans 10 ans, vous allez avoir fait le tour de ce projet-là et qu'une transmission d'exploitation, ça peut aussi s'imaginer à 40 ans, à 50 ans. Et là, ce travail sur la transmissibilité et la possibilité de la faire reprendre par quelqu'un d'autre, ça sera aussi un boulot à enclencher pratiquement dès l'installation. C'est la société qui évolue. Hein. Les reconversions professionnelles, vous en êtes la preuve, Romain et Audrey, voilà. Bon, mais en tout cas, on a plusieurs choses encore à dire, mais il est l'heure de conclure cette émission. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis sur AgriWeb TV. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur www.agriweb.tv. Et merci à Caprinov de nous avoir accueillis dans ses locaux.